Pour une nouvelle session d'information sur Social Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. Tout de suite, les sommaires. Effort de guerre, Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre de Transport, reçu l'enveloppe de l'Office de gestion de fret mutuel, une somme d'1 million de dollars. Président du Parlement africain, la République démocratique du Congo, présenté par Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. À la une, ces jours-ci à Kinshasa, votre rédaction a rencontré une femme qui œuvre dans ce commerce. Bienvenue à tous. Soutenant les groupes armés dans les violations en République démocratique du Congo, le Rwanda porte une responsabilité directe dans ces violations. Tels sont les propos du porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, à la session spéciale du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à Genève, consacrée à la situation en République démocratique du Congo. Sur place, la délégation gouvernementale de la RDC a dénoncé le crime de Kigali sur le sol congolais. On écoute Patrick Muyaya. Ces groupes armés, le Rwanda porte une responsabilité directe dans ces violations, exposant ainsi les civils à des souffrances inimaginables. Les forces de maintien de la paix, sous le mandat du Conseil de sécurité, en particulier la MONUSCO, ainsi que les installations humanitaires ont été prises pour cible à plusieurs reprises, compromettant leur capacité à protéger les civils dans un environnement hostile. Nous déplorons également les attaques contre les forces régionales de la SADC qui œuvrent sans relâche pour la stabilité de la région. Monsieur le Président, face à cette situation, la République démocratique du Congo appelle à la mise en place d'une commission internationale d'enquête pour examiner les violations des droits de l'homme commises dans notre pays. Cette commission devra être mandatée pour établir la vérité sur les responsables de ces crimes et rendre des recommandations pour en tenir les auteurs responsables. Nous appelons également à l'adoption des mesures concrètes pour prévenir de telles violations à l'avenir. Il est essentiel de renforcer les mécanismes de surveillance et d'alerte précoce, ainsi que d'assurer une meilleure coordination entre la MONUSCO, les forces de sécurité congolaises et les acteurs régionaux afin de protéger les civils et de prévenir de nouvelles escalades de violences. De plus, il est impératif de garantir un accès humanitaire immédiat et sans restriction pour permettre de mieux prendre en charge des milliers de blessés, évacuer les cas les plus graves et réduire les risques de propagation d'épidémies telles que le choléra, les Mpox dans une ville traumatisée dont certaines rues ont été transformées en cimetières. Nous rejetons fermement l'implication continue de certains États, notamment le Rwanda, dans le soutien logistique, militaire et financier à des groupes armés opérant sur notre territoire. Les soutiens du Rwanda au M23, documentés à plusieurs reprises, y compris par les groupes d'experts mandatés par les Conseils de sécurité des Nations Unies, a alimenté la violence dans l'Est de notre pays depuis plus de 30 ans, exacerbant la guerre pour des raisons liées à l'exploitation de ressources minières stratégiques de la République démocratique du Congo. Nous appelons donc ces conseils à tenir le Rwanda responsable de ces crimes de guerre et de ces crimes contre l'humanité, notamment les dépeuplements forcés des populations et leur remplacement par d'autres, ainsi que la domination des nouvelles autorités administratives dans le but d'occuper définitivement ces territoires. Il est urgent d'exercer une pression internationale pour que le Rwanda cesse immédiatement son soutien à ces groupes armés et se retire tout aussi immédiatement du territoire congolais. Monsieur le Président, la République démocratique du Congo reste pleinement engagée dans la recherche de la paix et de la stabilité. Nous réaffirmons notre volonté de travailler de manière constructive avec tous les acteurs régionaux et internationaux, mais il est impératif que la communauté internationale soutienne fermement nos efforts pour mettre fin à cette crise de protection et à la souffrance de notre peuple dans la partie est de notre pays. Nous réitérons donc notre appel à la responsabilité pleine et entière du Rwanda dans cette situation et à des mesures immédiates pour mettre fin à son soutien aux groupes armés. L'adoption par consensus de la résolution qui vous a été présentée serait signe de solidarité pour les millions de Congolais qui vivent aujourd'hui sous l'occupation des forces rwandaises. Je vous remercie de votre agression
Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, accompagné de son rapporteur, Jacques Njoli, participe à la réunion des présidents des parlementaires africains atlantiques qui se déroule à Rabat, au Maroc. Dans son speak, le speaker de la chambre basse du Parlement a appelé l'Afrique à s'unir pour mettre fin à l'agression en République démocratique du Congo. Suivons Vital Kamerhe. Vous avez évoqué les ressources naturelles innombrables. Je voudrais vous dire qu'il n'y a pas de développement sans sécurité. Tout comme il n'y a pas de sécurité sans développement, nous devons de pair. Au moment où nous parlons, c'est avec un cœur complètement brisé. Je suis venu parce que cette tribune m'offre l'occasion de m'adresser à vous, mes frères africains, et aux autres participants ici du drame qui se déroule dans la partie est de mon pays, plus précisément dans la province de l'Itourie, du Nord Kivu et du Sud. Dans la grande indifférence du monde, et je dirais aussi dans un relatif silence des États africains, alors que le maître mot en Afrique, c'est la solidarité. Réveillons-nous, mettons-nous ensemble, et ensemble nous serons forts. Je demande de mon pays la solidarité, rien que la solidarité. Nous avons suivi des condamnations de partout, mais aucune sanction contre les assaillants, les agresseurs de mon pays, comme si la vie des Congolais ne valait pas la vie des Ukrainiens. Réveillons-nous, chers Africains. L'Office de gestion de fret multimodal, OGFREM, participe à l'effort des guerres en apportant une contribution d'1 million de dollars américains au vice-premier ministre, ministre de Transport, Voies de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo. Ce reportage est signé Élisée Ouamara et Yves Lechonguet. L'Office de gestion du fret multimodal, OGFREM, en tant qu'entreprise publique, a répondu à l'appel à la mobilisation nationale lancée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Afin de marquer son engagement, la direction générale de l'OGFREM a remis un chèque d'1 million de dollars au vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement Jean-Pierre Bemba Gombo. La portée de ce geste symbolique, selon le président du conseil d'administration de l'OGFREM, Amici Makutano, dépasse sa valeur numérique. Il s'agit avant tout d'un engagement visant à défendre la République démocratique du Congo. Le président de la République a lancé un appel et cet appel constitue pour nous une interpellation de tout un chacun et surtout nous qui sommes dans les établissements de l'État, où le président de la République a pu aussi adresser un mot pour une contribution d'ensemble. Et aujourd'hui, comme vous le savez, nous, en tant qu'établissement, nous nous sommes battus, malgré ce que nous pouvons avoir comme problème au niveau de notre trésorerie. Mais il était important que nous puissions mettre en priorité cette mobilisation demandée par le président de la République, et cette mobilisation va de pair avec la mobilisation des fonds. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, à mes côtés, le vice-premier ministre fait un travail louable par l'ensemble de notre peuple en mobilisant les jeunes pour adhérer dans cette vision de la défense de notre intégrité territoriale et surtout d'avoir des gens capables de défendre. Et ça demande le moyen. Le conseil d'administration de l'OGFREM considère ce geste comme une contribution directe et indiscutable à l'effort de guerre. Il invite d'autres entreprises à suivre cet exemple. Et nous demanderons aussi aux autres de pouvoir emboîter les pas, parce que quand nous mettons le tout ensemble, je crois qu'on fera quand même quelque chose du bien qui va pouvoir aider nos services et surtout atteindre l'objectif tant fixé par le président de la République. L'OGFREM réaffirme que la sécurité et l'intégrité du pays sont des priorités absolues. L'Office mettra tout en œuvre pour continuer à soutenir les initiatives visant à renforcer la nation.
Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a conformément aux instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de la 30e réunion du Conseil de ministres, présidé une réunion de validation du budget d'un plan trimestriel d'urgence relatif aux besoins exprimés par les déplacés internes des Goma. Conformément aux instructions du président de la République lors de la 30e réunion du Conseil des ministres, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a présidé une réunion de validation du budget d'un plan trimestriel d'urgence pour la gestion des crises et des catastrophes relatifs aux besoins exprimés par les déplacés internes de Goma, sans oublier les villages touchés par cette guerre d'agression du Rwanda et son supplétif du M23 dont ils sont victimes. Ce plan trimestriel qui vise à mobiliser différents acteurs du gouvernement, les organisations, les entreprises et les communautés et aussi une stratégie des actions coordonnées qui implique plusieurs secteurs et domaines d'intervention, non seulement pour gérer mais aussi prévenir et également répondre aux catastrophes et crises qui frappent la RDC de manière récurrente. L'objectif majeur est de combiner les ressources et de mettre en commun les efforts pour une gestion efficace des risques et catastrophes, ce qui va permettre d'ajuster la stratégie nationale telle que validée au mois d'août dernier avec l'appui du ministère des Affaires sociales et Actions humanitaires. Jacquemain Chabani, autorité de coordination de ces travaux, invite les parties prenantes impliquées dans ce processus à valider ce plan du budget afin de répondre en toute urgence aux besoins exprimés par les populations déplacées du Nord Kivu. Le plan trimestriel d'urgence de gestion des crises et des catastrophes est en effet une stratégie coordonnée, impliquant plusieurs secteurs ou domaines d'intervention pour prévenir, gérer et répondre aux catastrophes et crises qui frappent notre pays d'une manière récurrente. Il vise à mobiliser différents acteurs, gouvernements, organisations, entreprises et communautés, à combiner leurs ressources et mutualiser leurs efforts pour une gestion efficace des risques qui découlent de ces crises et catastrophes. Rappelons que ces déplacés internes se trouvent actuellement dépourvus d'eau, des vêtements, des logements, de nourriture et des médicaments. Les procureurs de la Cour pénale internationale documentent et demandent aux victimes de lui transmettre les preuves en rapport avec les crimes internationaux commis en République démocratique du Congo. Maître Samuel Mbemba Kabouya, vice-ministre de la Justice, a invité l'ensemble des Congolais à diffuser largement ces communiqués de la CPI afin qu'ils atteignent toutes les couches de la population. Suivant, Maître Samuel Mbemba. S'agissant maintenant du communiqué publié hier par le procureur de la Cour pénale internationale, je voudrais simplement vous demander de relayer ce communiqué qui n'appelle aucun commentaire de la part du gouvernement. Relayer ce communiqué pour que les victimes, de partout où elles se trouvent, les témoins, de partout où ils se trouvent, les organisations nationales ou internationales ayant des informations à fournir à la Cour puissent les lui transmettre. Le communiqué du procureur ne doit pas rester inconnu. Relayez-le au maximum pour que les informations attendues par le bureau du procureur de la Cour pénale internationale lui parviennent. Les commandants de la 3e zone de défense, le lieutenant général a conduit
Une forte délégation au territoire de Kalehe pour s'enquérir de la situation dans cette partie de la province du Sud Kivu. Après cette tournée, il appelle la population au calme, comme le dit ici le major Nestor Mavoudissa, coordonnateur du service de communication et de l'information de la 3e zone de défense. Suivant. Le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Massunzu Pacifique, porte à la connaissance de toute la population de la province du Sud Kivu en général et celle du territoire de Kalehe en particulier qu'il vient personnellement de conduire une forte délégation au chef-lieu du territoire de Kalehe ce jeudi 6 février 2025 jusqu'à Ihusi en passant par le cité de Katana, Kabamba, Kacheke et Michebere. Cette tournée sur toute la ligne de front a comme objectif de couper court aux rumeurs propagées par l'ennemi faisant état de l'occupation de l'armée rwandaise et ses pantins du M23 de cette entité administrative. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont prêtes et continuent à assurer la sécurité de toute la population sans distinction aucune, ainsi que la défense de l'intégrité du territoire national à ce qu'aucun centimètre de la République démocratique du Congo ne sera laissé au profit de l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC et M23. Nous appelons toute la population de la province du Sud Kivu en général et celle de la ville de Bukavu en particulier au calme et à faire confiance à son unique armée, le FARDC, et de ne pas prêter oreille aux messages mensongers propagés par l'ennemi de la République dans les réseaux sociaux et ne jamais le relayer sous quelque forme que ce soit. Nous profitons de cette opportunité pour remercier tous les compatriotes congolais, toutes catégories confondues, engagés pour la paix et qui soutiennent leur armée de diverses manières. Ouvrons une brèche en société, vendre le safou en plein centre-ville s'avère plutôt un gagne-pain non négligeable pour bon nombre de Quinoises. C'est le cas de Magloire Nzola Meso, mère de famille, habitant Kimbantseke, Titi Bakamba et Shekina Kezi l'ont approché. C'est en plein centre-ville, aux alentours des galeries présidentielles, que Magloire Nzola Meso, la trentaine révolue, propose des safous déjà cuits aux consommateurs avérés de ces condiments très disponibles entre décembre et avril de chaque année. Dès 5 heures du matin, Magloire Nzola Meso, mère de 4 enfants habitant la commune de Kimbantseke, arrive au grand marché de Kinshasa pour s'approvisionner en safou et les bouillir. C'est à l'aide d'un plateau, du sel pimenté avec de sachets format 0,5 que Magloire Nzola Meso propose les safou entre 500 et 1000 francs congolais selon la taille. Un exercice pas très aisé. Magloire Nzola Meso avoue vendre tout autre fruit comme la mangue pourvu que ça soit la saison. La femme africaine et les foulards, c'est une histoire qui date de très longtemps. Cet accessoire de mode se porte au quotidien de l'Afrique de l'Ouest à l'Austral et au centre. Suivons ces récits de Titi Bakamba. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines femmes africaines portent un foulard? Est-ce à des fins religieuses? Est-ce pour des raisons de mode? Ou y a-t-il une autre raison? Le foulard africain est communément porté dans de nombreuses régions d'Afrique de l'Ouest, australe et centrale. Son utilisation et sa signification peuvent varier en fonction du pays africain auquel on se réfère. Même les noms locaux du foulard varient d'un pays à l'autre. Au Nigeria, il est appelé Gele, Doukou au Ghana ou au Malawi, Doukou au Zimbabwe, Tukui au Botswana et Kitambala ou Mundule en République démocratique du Congo.
Les foulards ont été portés dès les années 1700 en Afrique subsaharienne comme symbole indiquant l'âge, la situation matrimoniale et la prospérité. Ils étaient principalement portés par les femmes de la famille royale, la famille royale égyptienne, les reines nigérianes et les reines nubiennes. Outre le fait qu'ils étaient considérés comme un accessoire raffiné, ils étaient également utilisés pour des raisons pratiques, notamment pour se protéger du soleil brûlant et se rafraîchir. En outre, ils représentaient la spiritualité, la richesse et le statut social d'une femme au sein d'une communauté. Aujourd'hui, les foulards africains sont bien plus qu'un simple tissu recouvrant la tête. Ils sont devenus une icône de la mode, largement utilisée dans les défilés et les événements. De nombreuses célébrités du monde entier les portent régulièrement pour exprimer leur style et leur identité. Au début du XXe siècle, le premier défrisant chimique pour les cheveux noirs ont été introduits. Leur but était de lisser et faire pousser les cheveux noirs naturels. Ils sont devenus très populaires parmi les femmes afro-américaines et le foulard a commencé à être utilisé à des fins plus fonctionnelles, c'est-à-dire pour protéger les cheveux de la sueur, de la saleté et de l'eau qui pourraient affecter l'effet des produits chimiques sur leurs cheveux. Avec ces mouvements, le foulard est devenu un élément de mode. Grâce à ces couvre-chefs, de nombreuses femmes noires ont commencé à se libérer et à embrasser leur culture loin de la répression qu'elles subissaient. C'est ainsi que le foulard africain est devenu un énorme symbole de mode qui représente l'identité et l'importance culturelle et une partie importante du mode de vie. Femmes, savez-vous que le lait maternel joue un très grand rôle dans la santé nourrissons, c'est en tout cas ce que nous a fait savoir le docteur Samuel Moubenzo. Je vous laisse donc découvrir le détail en ce qui concerne l'allaitement maternel. On a constaté que le lait maternel seul apporte beaucoup d'éléments nutritifs chez les bébés jusqu'à l'âge de 6 mois. Vous verrez que non, beaucoup de mamans qui allaitent leur bébé jusqu'à l'âge de 6 mois, il est difficile que ces bébés-là, ces nourrissons ou les nouveau-nés puissent présenter des maladies diarrhéiques. Pourquoi? C'est par rapport à la composition. Dans le lait maternel, nous avons la caséine. Dans le lait maternel, nous avons de l'eau. Dans le lait maternel, nous avons le sucre. Dans le lait maternel, nous avons des protéines. Dans le lait maternel, nous avons toutes sortes d'acides gras, en l'occurrence les oméga, ce qu'on appelle des oméga 3. Vous comprenez? C'est-à-dire le lait maternel est riche. Alors, nous venons de dire que l'alcool entrave la bonne production de lait maternel. Pourquoi? Parce qu'il est recommandé que chaque maman doit allaiter son bébé au moins 8 fois dans 24 heures. 8 fois par 24 heures. La maman doit allaiter son bébé. Imaginez-vous s'il y a une production déficitaire. Est-ce que cet apport sera approprié? Non. Et par conséquent, l'enfant va développer un problème de malnutrition. Est-ce qu'on se comprend? Lorsque la maman amène son bébé à la consultation préscolaire, et lorsque nous allons peser, parce que normalement, un bébé ou un nouveau-né doit doubler son poids de naissance à 5 mois de naissance et doit tripler son poids de naissance à 1 année par rapport à la naissance. Vous comprenez? C'est-à-dire, si le bébé était né avec 2,5 kg, à 5 mois, on attend qu'il puisse doubler son poids, avoir 5 kg. Et maintenant, lorsque nous amenons les bébés, quand vous avez regardé la carte CEPES, il y a ce qu'on appelle le bon chemin de la vie. Et vous regardez que le poids du bébé doit être compris entre ces deux chemins ou bien au-delà du chemin supérieur ou bien de la ligne supérieure. Nous regardons que le bébé qui devait bénéficier ou gagner, doubler son poids à 5 mois, et à la naissance il avait 2,5 kg, à 5 mois il a 3 kg, à 5 mois il a 4 kg. Vous verrez que non, en tout cas, c'est un bébé qui ne croit pas très bien. Le lait maternel est riche, c'est un élément par excellence pour les bonnes survies du bébé. Si, à la naissance, vous associez des laits artificiels, il y a pour certains bébés qui présentent une intolérance au lactose. Et beaucoup développent ce qu'on appelle une entérocolite glycéronégative. Rendons-nous au Lualaba, présentation le jeudi 6 février 2025 au ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Roy Kaumba. Philippe Desbandis, arrêté à Luilou et à UCK. Sécurité, saison civique, c'est coupable de plusieurs faits condensés dans cet élément de Lydia Kandolo.
Le bureau des renseignements militaires du Kolwezi que dirige le major Kabengele a réussi à mettre la main sur les 3 éléments des forces armées de la République démocratique du Congo qui ont orchestré un vol au quartier UCP. Ces malfrats des forces loyalistes ont été présentés ce jeudi 6 février 2025 au ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité. À en croire David Kabengele, chargé des renseignements au Lualaba, son service était sur les trousses de ces incivils en uniforme depuis un bout de temps. Par la même occasion, cet officier militaire a présenté également 3 voleurs arrêtés à Luilou par la population elle-même et avait jugé bon de leur administrer le premier soin du jugement populaire avant de le remettre au service de sécurité. Avant d'ordonner les transfèrements de ces militaires voleurs de biens appartenant à la population à l'auditorat où ils seront jugés et fixés sur leur sort. Les patrons de la sécurité a tenu à rappeler à ces incivils agents de l'ordre qui se sont rendus coupables de leur rôle premier au sein de la population. Pourquoi vous avez la batuna banda? Et puis dans la période de couvre-feu, bino nde boza censé sécuriser bat. Mais bino botiki mission la bino ya ko sécuriser bat. Est-ce que vraiment Signalons également qu'un incivique se faisant passer pour un agent de service pour lutter contre la criminalité au Lualaba a été arrêté et présenté au patron de la sécurité de cette province. C'est la dernière personne à être présentée. C'est une dame qui, à cause d'une dette non payée, a volé un enfant appartenant à une famille. Le petit garçon a été confié à un docteur pour gardiennage. Pour eux, le ministre a instruit qu'il soit amené au parquet afin que la justice soit faite. Parlons sport à présent, buté à nouveau au temps matériel pour finir en bonne et due forme son championnat. La Lina Foot annonce tenir à son calendrier et atterrir comme prévu. Pour ce faire, des résolutions sont prises à l'issue de la réunion entre la FECOFA, la Lina Foot et les clubs. Une prorogation du ministre des Sports est souhaitée pour finir les championnats d'élite du pays. On a mis en place une commission. Nous avons le projet de calendrier, sûrement que nous allons échanger. Nous allons faire, cette commission ne va pas violer la réglementation, sinon c'est la jungle. Mais nous devons tenir compte de, de la situation actuelle, de la situation de clubs, le club de l'Est, je parle de Dauphin, Étoile du Kivu, mais aussi Bukavu-Dawa, pour que nous continuions avec le championnat. On ne peut pas changer les règles de jeu pendant que le jeu se joue le même. Sinon, les gens risquent de croire que nous voudrons favoriser tel au détriment de tel autre. Nous avons été ensemble avec le club, enfin une représentation de club. Je crois que nous avons, chacun a compris comment les doléances de l'autre. Écoutez, nous allons continuer. Je crois que le président a prévu que samedi nous retrouvions aussi pour que nous déterminions ce que nous allons faire par rapport au calendrier et par rapport au play-off et play-down. Quand est-ce que nous allons terminer? C'est peut-être la sous-commission qui va travailler là-dessus. Et avant de nous séparer, émanant de la direction générale de recettes de Kinshasa, DGRK. Communiqué officiel. La Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, rappelle aux contribuables, personnes physiques et morales, assujettis à la retenue sur loyer que l'échéance pour s'acquitter de leurs obligations fiscales mensuelles du mois de janvier est fixée au plus tard, lundi 10 février 2025. À cet effet, les contribuables personnes morales relevant de la direction des impôts et personnes physiques relevant de direction des recettes de Gombe, Limete, Ngaliema-Nord, Kinshasa et Barumbu doivent souscrire leur déclaration en ligne via le portail https://dgrk.com. Le non-respect de cette échéance entraîne l'application des amendes prévues par les dispositions légales et réglementaires en la matière. Notez bien, celui qui paye mal paye double. Fait à Kinshasa le 5 février 2025, Bitalo Moko Bonkai Edi, directeur général. Communiqué officiel.
subsidiairement à l'arrêté provincial référencé SC-090-CAB-GVK-DBI-2025 du 31 janvier 2025 de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, informe les assujettis à l'impôt foncier exercice 2025 et à l'impôt sur les revenus locatifs exercice 2025 revenu 2024 que le délai de souscription de la déclaration de l'impôt sur la superficie des propriétés bâties et non bâties, ainsi que de l'impôt sur les revenus locatifs pour l'exercice ci-cité, fixé au 1er février 2025 et prorogé au 28 février 2025. À cet effet, ils sont tenus de retirer leur déclaration auprès des directions et centres des recettes de la DGRK repartis dans les 24 communes ou déclarer en ligne dans l'application E-DGRK au www.e-dgrk.com. Le paiement doit s'effectuer dans les comptes receveurs auprès des banques partenaires de la ville de Kinshasa. Dépassé ce délai, les retardataires s'exposeront au paiement des pénalités conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Fait à Kinshasa, le 5 février 2025, Bitalo Moko Bonkai Edi, directeur général. Voilà, c'est donc par ici l'édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite du programme sur Social Télévision. Qu'est-ce qui s'est passé, Carlos? Carlos, nous devons les emmener à l'hôpital. Tout ceci est de ta faute. Il ne faut